Chapitre 2. La disparue. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Brooklyn, de l'autre côté du fleuve, dans le confort douillet d'une petite maison victorienne, ornée de tourelles et de gargouilles. Un feu nourri crépitait dans la cheminée. Toujours inconscient, Mark Hathaway était allongé sur le canapé du salon, une épaisse couverture enroulée autour des jambes. Penché sur son épaule, le docteur Susan Kingston terminait de lui poser des points de suture. La blessure est superficielle, expliqua-t-elle à Nicole en retirant ses gants. C'est plutôt l'état de santé général de Mark qui m'inquiète. Il a une sale bronchite et son corps est couvert d'hématomes et d'engelures. Un peu plus tôt dans la soirée, alors qu'elle dégustait en famille le traditionnel Christmas pudding, Suzanne avait reçu un appel de sa voisine, Nicole Hathaway, la suppliant de venir soigner son mari blessé. Malgré sa surprise, elle n'avait pas hésité une seconde. Son époux et elle connaissaient bien Mark et Nicole. Avant le drame survenu 5 ans auparavant, les deux couples avaient sympathisé et sortaient souvent ensemble, expérimentant un à un les restaurants italiens de Park Slope, chinant chez les antiquaires de Brooklyn Heights et courant le week-end sur les immenses pelouses de Prospect Park. Aujourd'hui, cette époque paraissait lointaine, presque irréelle. Les yeux fixés sur Mark, Suzanne ne pouvait s'empêcher d'éprouver une terrible impression de gâchis. « Tu savais qu'il vivait dans la rue ?» Nicole secouait la tête, incapable de parler. Un matin, 2 ans plus tôt, son mari lui avait dit qu'il partait, qu'il n'arrivait plus à vivre comme ça et qu'il n'en avait plus la force. Elle avait tout fait pour le retenir, mais parfois tout n'est pas suffisant. Depuis, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Je lui ai donné une dose de calmant ainsi que des antibiotiques, précisa Suzanne en rangeant ses affaires. Nicole la raccompagna jusqu'à la porte. Je repasserai demain matin, promit Suzanne, mais elle s'arrêta au milieu de sa phrase, à la fois honteuse et terrifiée par ce qu'elle allait dire. Ne le laisse pas repartir dans cet état, termina-t-elle, sinon il en mourra. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on en fait demanda Eric. De ton mari? Un verre de whisky à la main, l'avocat faisait les 100 pas dans la cuisine. Nicole le regardait avec un mélange de lassitude et de dégoût. Que faisait-elle avec ce type depuis près d'1 an? Comment l'avait-elle laissé entrer dans sa vie? Pourquoi s'était-elle raccrochée à lui? Va-t'en, s'il te plaît, murmura-t-elle. Eric secoua la tête. Il est hors de question que je t'abandonne, dans un moment pareil. Lorsque j'avais un couteau sous la gorge, ça ne t'a pas gêné de m'abandonner. Il se figea, mortifié, et il lui fallut plusieurs secondes avant de tenter une justification. Mais je n'ai pas eu le temps de... commença-t-il sans parvenir à achever sa phrase. Va-t'en, répéta simplement Nicole. Si c'est vraiment ce que tu veux, mais je t'appellerai demain, ajouta-t-il avant de s'éclipser. Soulagée de s'être débarrassée d'Eric, Nicole retourna dans le salon. Elle éteignit toutes les lampes et sans faire de bruit rapprocha un fauteuil du canapé pour être au plus près de Mark. La pièce n'était plus éclairée que par la lueur orangée des braises et de la cheminée et baignait maintenant dans une atmosphère paisible. Épuisée et désorientée, Nicole posa sa main sur celle de son mari et ferma les yeux. Ils avaient été si heureux dans cette maison. Ils étaient fous de joie le jour où ils l'avaient déniché. C'était l'un de ces brownstones construits à la fin du XIXe siècle, avec une façade de pierre brune et un joli jardin. Ils en avaient fait l'acquisition 10 ans plus tôt, juste avant la naissance de leur enfant qu'ils voulaient élever loin de la frénésie de Manhattan. Sur les étagères de la bibliothèque, quelques photos encadrées rappelaient les jours heureux. D'abord un homme et une femme main dans la main, regards complices et gestes tendres. Vacances romantiques à Hawaï et traversée aventureuse du Grand Canyon à moto. Puis la photo d'une échographie, et quelques mois plus tard, celle d'un bébé à la bouille ronde qui fête son premier Noël. Sur les derniers clichés, le bébé est devenu une petite fille qui a perdu ses premières dents. Elle pose fièrement devant les girafes du zoo du Bronx, réajuste son bonnet sous la neige du Montana et présente à l'objectif ses 2 poissons clowns, Ernesto et Cappuccino. Le parfum des jours heureux disparut à jamais. Mark toussa dans son sommeil. Nicole fut parcourue d'un frisson. L'homme qui dormait dans le canapé n'avait plus rien à voir avec celui qu'elle avait épousé. Seuls ses diplômes et les récompenses qui tapissaient le mur comme des trophées témoignaient que Mark avait été un jeune psychologue renommé. En tant que spécialiste de la résilience, la FAA et le FBI faisaient appel à lui lors des catastrophes aériennes et des prises d'otages. Après le 11 septembre, il avait participé à la cellule psychologique mise en place pour suivre les familles des victimes ainsi que ceux des employés du World Trade Center qui avaient échappé à la catastrophe. Car on ne sort jamais indemne d'un tel drame. Une partie de nous-mêmes reste pour toujours prisonnière des cris, des flammes et du sang. Vous n'êtes peut-être pas mort, mais vous vous sentez sali, rongé par un sentiment de culpabilité, dévoré par une angoisse sourde et traversé par une question lancinante qui ne connaîtra jamais de réponse. Pourquoi avez-vous survécu, vous et pas les autres? Vous et pas votre enfant, votre femme, vos parents?
Parallèlement à son travail de psychologue, Marc avait consigné ses expériences dans des revues de vulgarisation à gros titres. À travers ses articles, il s'était attaché à faire connaître les thérapies nouvelles, jeux de rôle, hypnose, sur lesquels il travaillait en précurseur avec son associé et ami d'enfance, Connor McCoy. De fil en aiguille, Marc était devenu un psy à la mode que l'on voyait souvent sur les plateaux de télévision, et cette soudaine notoriété les avait propulsés, lui et Nicole, sur le devant de la scène médiatique. Dans son numéro sur les couples les plus en vue de New York, le prestigieux Vanity Fair leur avait consacré un article de 4 pages avec photos glamour à l'appui. Une consécration. Mais ce conte de fées sur papier glacé avait volé en éclats du jour au lendemain. Un après-midi de mars, Layla, leur petite fille de 5 ans, avait disparu dans un centre commercial d'Orange County, au sud de Los Angeles. La dernière fois qu'on l'avait aperçue, elle regardait des jouets devant la vitrine d'un Disney Store. Sa nounou, une jeune fille au père australienne, l'avait laissée seule quelques minutes, juste le temps d'essayer un jean soldé dans la boutique Giselle d'à côté. Combien de temps s'était écoulé avant qu'elle s'aperçoive de sa disparition ? Pas plus de 5 minutes, avait assuré la nounou aux enquêteurs. Autant dire une éternité. Tout peut arriver en 5 minutes. On sait que les premières heures qui suivent une disparition d'enfant sont cruciales. C'est là qu'on a le plus de chances de le retrouver vivant. Passé 48 heures, les probabilités chutent dangereusement. Il pleuvait à torrents ce 23 mars. Bien que la disparition ait eu lieu en pleine journée et dans un endroit bondé, les enquêteurs avaient eu du mal à récolter des témoignages crédibles. L'exploitation des bandes vidéo de surveillance n'avait rien donné. Pas plus que l'interrogatoire de la nounou, coupable du défaut de surveillance, mais pas d'enlèvement d'enfants. Alors les jours avaient défilé. Pendant plusieurs semaines, plus de 100 policiers aidés de chiens renifleurs et d'hélicoptères avaient passé la région au peigne fin. Mais en dépit des efforts déployés par le FBI, aucune piste concrète n'avait permis de localiser la gamine. Puis les mois. L'absence d'indices déroutait la police. Il n'y avait eu aucune demande de rançon, aucune piste crédible, rien. Et les années. Depuis 5 ans, la photo de Layla restait affichée dans les gares, les aéroports et les bureaux de poste, à côté de celle d'autres enfants disparus. Mais Layla était introuvable, évaporée. Pour Marc, la vie s'était arrêtée ce 23 mars 2002. La disparition de sa fille l'avait plongé dans une détresse absolue. Ravagé par un séisme intérieur fait de douleur et de culpabilité, il s'était coupé de son métier, de sa femme, de son ami. Les premiers mois, ils avaient engagé les meilleurs détectives privés pour prendre l'enquête dans les moindres détails. Sans résultat. Alors, il s'était lui-même lancé dans de vaines investigations. Cette quête, vouée à l'échec, avait duré 3 ans. Puis Marc avait disparu à son tour, ne donnant plus aucune nouvelle, ni à sa femme, ni à Connor. Nicole n'avait pas connu la même dérive. Au début, son désespoir s'était doublé d'une culpabilité particulière. C'est elle qui avait insisté pour que Layla l'accompagne à Los Angeles, où elle donnait une série de récitals. Elle qui avait recruté la nounou par qui le drame était arrivé. Pour faire face au pire, elle n'avait pas trouvé d'autre parade que l'hyperactivité, enchaînant les concerts et les enregistrements, acceptant même d'évoquer son drame dans les journaux ou à la télé, victime consentante d'un voyeurisme malsain. Certains jours pourtant, la douleur devenait intolérable. Lorsqu'elle ne pouvait plus lutter contre ses idées morbides, Nicole louait une chambre d'hôtel et se calfeutrait sous les couvertures comme en état d'hibernation. Chacun survit comme il peut. Soudain, une bûche craqua dans la cheminée. Marc fit un mouvement brusque et ouvrit les yeux. Il se redressa brutalement et pendant quelques secondes se demanda où il était et ce qui lui était arrivé. En voyant le visage de Nicole, ses idées se remirent en place lentement. « Tu es blessé » demanda-t-il à sa femme. « Non, grâce à toi. » Un instant, il sembla retomber dans sa torpeur avant de se lever d'un bond. « Reste couché, je t'en supplie. Tu dois te reposer. » Comme s'il ne l'entendait pas, il fit quelques pas vers la baie vitrée. Derrière la paroi de verre, la rue brillait, blanche et silencieuse. « Où sont mes vêtements ?»« Je les ai jetés, Marc. Ils étaient sales. Et mon chien ? Je l'ai ramené ici avec toi, mais il s'est enfui. »« Je m'en vais, cria-t-il en titubant vers la porte. Elle se mit devant lui, l'empêchant d'avancer. « Écoute, il fait nuit. Tu es blessé, épuisé. On ne s'est pas vu depuis 2 ans. Il faut qu'on discute. » Elle tendit le bras vers lui, mais il la repoussa. Elle s'accrocha et il se débattit, heurtant au passage les étagères. Un cadre tomba sur le sol dans un bruit de verre brisé. Marc le ramassa et le remit en place. Son œil tomba sur la photo de sa fille. Les yeux verts et rieurs, le sourire aux lèvres, elle respirait le bonheur et la joie de vivre. Alors quelque chose se brisa en lui, et il s'écroula en sanglots, le dos au mur. À son tour, Nicole se blottit contre sa poitrine, et ils restèrent longtemps ainsi, prostrés dans les bras l'un de l'autre, partageant la même détresse, peau douce contre peau rugueuse, l'odeur subtile d'essence de Guerlain se mêlant à la puanteur de ceux qui vivent dans la rue. En tenant son mari par la main, Nicole le guida vers la salle de bain et ouvrit pour lui le jet de la douche avant de s'éclipser. Enivré par l'odeur entêtante du shampoing, Marc resta près d'une demi-heure sous l'averse domestique, brûlante et régénératrice.
Dégoulinant, il s'emmitoufla dans une grande serviette avant de sortir dans le couloir, laissant des flaques d'eau partout sur le parquet ciré. Il ouvrit ce qui avait été sa fonderie et constata que ses habits étaient toujours là. Il n'accorda aucun regard à ses anciens costumes, Armani, Boss, Zegna, vestis d'une vie qui n'était plus la sienne, se contentant d'enfiler un caleçon et un jean à toile épaisse, un t-shirt à manches longues et un gros pull. Il descendit l'escalier pour rejoindre Nicole à la cuisine. Alliage de bois, de verre et de métal, celle-ci jouait sur des effets de transparence. Un large plan de travail aux lignes épurées courait le long du mur, tandis qu'un îlot central, bien équipé, invitait à se mettre au fourneau. Des années plus tôt, cette pièce avait résonné de l'ambiance joyeuse de petits déjeuners pris en famille, de goûter aux pancakes et de dîner en amoureux. Mais il y avait bien longtemps que plus personne n'avait réellement cuisiné ici. « Je t'ai préparé une omelette et des tranches de pain grillé », annonça Nicole en versant du café fumant dans un mug. Marc s'assit devant son assiette, puis se leva presque aussitôt. Ses mains commençaient à trembler. Avant de toucher à la nourriture, il fallait qu'il boive de l'alcool. Sous le regard éberlué de Nicole, il déboucha fébrilement la première bouteille de vin, qui tomba sous sa main et en vida la moitié en 2 longues gorgées. Momentanément apaisé, il absorba son repas en gardant le silence jusqu'à ce que Nicole ose enfin lui demander. « Où étais-tu, Marc ?»« Dans la salle de bain, répondit-il sans la regarder. « Non. »« Où étais-tu pendant ces 2 ans ?»« En bas. »« En bas ?»« Dans les tunnels du métro, dans les égouts, dans les boyaux des canalisations, avec les sans-abri. » Les larmes aux yeux, sa femme secoua la tête en signe d'incompréhension. « Mais pourquoi ?»« Tu sais très bien pourquoi, » dit-il en élevant la voix. Nicole s'approcha de lui pour lui prendre la main. « Mais tu as une femme, Marc, un métier, des amis. » Il retira sa main et se leva de table. « Fous-moi la paix. »« Explique-moi une chose, cria-t-elle pour le retenir. Qu'est-ce que ça t'apporte de vivre comme un clodo ?» Il la regardait intensément. « Je vis comme ça parce que je ne peux pas vivre autrement. Toi tu peux, moi je ne peux pas. Ne cherche pas à me culpabiliser, Marc. Je ne te reproche rien. Refais ta vie, ça te chante. Moi, c'est une douleur que je ne peux pas surmonter. Tu es psy, Marc. Tu as aidé des gens à surmonter toutes sortes de catastrophes. Cette douleur, je ne veux pas la surmonter, car c'est la seule chose qui me retient en vie. C'est tout ce qui me reste d'elle, tu comprends ? Il ne se passe pas une minute sans que je pense à elle, sans que je me demande ce qu'a pu lui faire son ravisseur, sans que je me demande où elle peut bien être en ce moment. Elle est morte, Marc. Laissa tomber Nicole froidement. Ce fut plus qu'il n'en pouvait supporter. Marc leva la main vers elle, l'attrapant à la gorge comme s'il allait l'étrangler. « Comment peux-tu dire une chose pareille ? Ça fait 5 ans, Marc, hurla-t-elle en se dégageant. 5 ans sans le moindre indice, 5 ans sans aucune demande de rançon. Il reste toujours une chance. Non, Marc, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir raisonnable. Elle ne va pas réapparaître du jour au lendemain. Ça n'arrive jamais, tu comprends ? Jamais. Tais-toi. Si l'on retrouve quelque chose, ce sera son cadavre, rien de plus. Non ! Si. Et tu ne crois pas être le seul à en souffrir. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, qui en plus d'une fille ai aussi perdu un mari ? Sans répondre, Marc sortit précipitamment de la cuisine. Nicole le suivit, bien décidée à le pousser dans ses retranchements. Tu n'as jamais pensé que nous pourrions avoir d'autres enfants ? Tu ne t'es jamais dit qu'avec le temps, la vie pourrait renaître dans cette maison ? Avant d'avoir d'autres enfants, je veux retrouver ma fille. Laisse-moi appeler Connor. Il te cherche partout depuis 2 ans. Il peut t'aider à remonter la pente. Je ne veux pas remonter la pente. Ma fille souffre et je veux souffrir avec elle. Si tu persistes à vivre dehors, tu mourras. C'est ça que tu veux ? Alors vas-y, mets-toi une balle dans la tête. Je ne veux pas mourir, car je veux être là, le jour où on la retrouvera. Nicole avait besoin d'aide, elle prit son portable et composa le numéro de Connor. Décroche, Connor, décroche. Quelque part dans la nuit, plusieurs sonneries retentirent dans le vide. Nicole comprit que Connor ne répondrait pas et qu'elle avait perdu le combat. Seule, elle ne parviendrait pas à retenir son mari. Dans le salon, Marc se recoucha sur le canapé et dormit encore quelques heures. Il se leva avec le jour, attrapa un sac de sport dans la penderie pour y glisser une couverture, un coupe-vent, des paquets de biscuits et plusieurs bouteilles d'alcool. Nicole compléta ce pactage avec un téléphone portable, une batterie et un chargeur. « Si tu décidais d'appeler Connor ou si je cherche à te joindre. » Lorsque Marc poussa la porte de la maison, la neige avait cessé et les premières lumières du jour coloraient la ville de reflets bleutés. Dès que Marc eut posé un pied sur le manteau neigeux, le labrador noir apparut comme par magie de derrière une poubelle, en laissant échapper un jappement. Marc lui gratouilla la tête avec reconnaissance. Il souffla dans ses mains pour les réchauffer, posa son sac sur l'épaule et prit la direction du Brooklyn Bridge. Sur le seuil de la porte, Nicole regardait l'homme de sa vie qui s'éloignait dans le matin. Alors elle se planta au milieu de la rue pour lui crier « J'ai besoin de toi !» Comme un boxeur sonné, il se retourna à une dizaine de mètres d'elle et eut un léger mouvement pour écarter les bras comme s'il cherchait à dire qu'il était désolé. Puis, il disparut au coin de la rue.